entendu pendant tout l'après-midi beaucoup d'histoires avec un grand H. H voulant dire non pas ce qu'on fume, mais ce qui tranche les têtes, n'est-ce pas? Et nous avons entendu beaucoup de dates. Moi, je préférerais que lire celles qui viennent des palmiers du Moyen-Orient. Elles sont délicieuses. Avant que de vous conduire et vous amener jusqu'aux gorges du Verdon, pas loin de chez moi, au moulin de Soleil, où j'ai appris à moudre le grain, à faire de la farine vraie, et avec les mains ensuite, faire les pains du boulanger. Vous entendez bien, boulanger, celui qui fait des boules. Aujourd'hui, le monde moderne voudrait nous faire marcher à la baguette. Sachez que vous devez être les uns et les autres révolutionnaires et ne pas suivre ces bergers qui ne sont pas des bergers, qui ressemblent sur l'état de la terre tous à des barjots plutôt que des bergers. Est-ce que c'est clair? Voilà, allons-y. Alors, mettez votre sac à dos sur le dos. Prenez des chaussures de marche, des bâtons de marche aussi. Et puis, si la machine nous invite, nous allons, pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, eh bien, il va y avoir une répétition, peut-être un argumentaire un peu différent, mais le temps nous presse, alors pressons ce temps. Se promener dans les gorges du Verdon, l'histoire, nous en avons parlé tout l'après-midi, et comment dirais-je, le thème de l'après-midi était l'histoire et le mythe. Rentrons directement dans le mythe et voyageons dans ce pays merveilleux et extraordinaire qui s'appelle les gorges du Verdon, tout près de Montmoulin. Et ces quelques photos vous montrent justement les petites splendeurs qu'il y a tout autour. Venez en profiter, venez nous rencontrer, et vous pénétrerez dans le monde des demeures dont certains ont entendu parler, dont certains ont vu l'ouvrage d'Alfred Weisel, l'auteur belge. Venez, vous serez accompagnés comme ça en regardant les falaises de quelques veilleurs qui vous feront un clin d'œil, mais ces veilleurs de pierre ne parlent pas et peut-être m'ont-ils autorisé à prendre la parole. Alors, allons avec eux. Et parlant de ce mythe, nous allons quitter l'histoire. Le mythe d'aujourd'hui, au milieu du XXe siècle, arrive un auteur belge, Alfred Weisel, qui enflamma toute la légende, et vous allez voir la dimension qu'il aura donnée à cette légende. Alfred Weisel, ces 3 livres qu'il aura écrits dans son existence, liés des veilleurs, vous voyez le titre que je donnais tout à l'heure, Un temple du secret et l'Apocalypse, et enfin ce dernier ouvrage introuvable, Le Graal interdit. Essayez de trouver en bibliothèque ou chez les bouquinistes ces ouvrages qui sont maintenant cotés très très chers, mais ce qui me serait cher au cœur, c'est plutôt que de vous rapprocher du travail que nous avons fait avec Thierry, Emmanuel Garnier, Richard Biagès ici et moi-même, pour établir une contre-enquête sur tout ce mythe légendaire du fameux trésor des Templiers. Ce livre est à votre disposition et nous pourrions le signer. Alors, Weisel, et vous voyez un nom, Marcola, je ne devrais pas le citer, bon, c'est noté, eh bien, ouvert il y a bien longtemps, au milieu du siècle dernier, eh bien, une boîte de Pandore, et de cette boîte sont sortis des merveilles et en même temps des excès considérables qui nous font un petit peu perdre la boussole. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous recommandais de marcher, non pas comme un marcheur politique, mais comme un randonneur des chemins. Mais voici notre Alfred Weisel que nous avons rencontré et que j'ai bien connu, qui m'a proposé en 5 ans de rebrousser les manches, de retrousser par contre les manches et puis de l'aider à faire ses fouilles. Tout à l'heure, dans l'après-midi, on me disait, mais vous démontez les travaux de Weisel. Non, non, on démonte rien, on met les choses qui doivent être dites et le plus simplement possible. Voici. Alors, ces photos vous montrent Georges M. Hein, vous avez compris. Par lui est arrivée toute cette aventure. Est-ce que... Oui. Bien. Cette photo le représente jeune militaire, son papa qui était un juriste en Pologne. Ces 2 personnes, vous l'avez compris, sont polonais. Et le hasard de la rencontre
comment dirais-je, un petit message que l'enfant avait trouvé dans la bibliothèque de son père va conduire l'homme Georges dans ce château qu'on appelle le château de Val-Croce. Le message parlait de Val-de-Croix. Vous voyez que Val-Croce et Val-de-Croix, il n'y a qu'un petit pont de rien du tout et que le lien est possible. Mais savez-vous qu'ici, à Brasse, il y a un quartier qui s'appelle Val-Croce. Alors, cherchez le trésor, mais dans quel Val-Croce? On dit qu'il y en aurait 6 en France. Alors, vous avez du chemin à faire, remplissez le sac à dos de casse-croûte et de bonnes boissons. Voici les indices qui ont amené Georges Marcola, Georges M, jusqu'à nous. Vous voyez, sous l'ancien château de Val-de-Croix se trouve le trésor des Templiers. Va et cherche le saint et la vérité te montreront la voie. Le saint et la vérité. Voici le tableau qui se trouvait dans la chapelle du château de Val-Croce, où on voit la représentation d'un saint et dans le flambeau tout là-haut, le mot veritas dont j'ai accentué le trait. Continuons la route. Et ce tableau est présenté avec le message comme un tableau pour Saint-Célestin. Nous sommes vers les années 1950, le premier article est en 1962 et déjà on parle de Saint-Célestin. On aurait pu parler de Saint-Artampion ou de Saint-Machin, mais tous les auteurs, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que nous publions notre ouvrage, ont tous repris ce Saint-Célestin, parce que derrière l'ésotérie, il y aurait tellement de choses à dire, mais disons les choses clairement, et pourquoi mentir, l'ésotérie cache trop de choses, il serait temps justement qu'on mette en lumière ce qui doit être dit, à tous les niveaux. J'espère ne pas vous égarer. Vous voyez, j'inscris un mais, parce qu'il y a toujours un mais dans toute chose, il ne s'agit pas de Saint-Célestin, donc on commence à bâtir une hypothèse sur une première erreur. Il s'agit en réalité de Saint-Augustin. On retrouve à la Bibliothèque nationale une gravure, oui c'est ça, c'est une gravure, eh bien, qui démontre qu'un copiste aura repris cette gravure pour en faire un tableau. Ce tableau est daté de 1715. Il était dans le château de Val-Croce, dans la chapelle, si bien que le propriétaire, Georges M, voyant ce château, il se rappelle alors le message de son enfance. Il est au château de Val-Croce, il va donc trouver le trésor des Templiers. Alors, ce tableau aura pris d'autres dimensions par ce personnage, Alfred Weisen. Eh bien, il aurait traduit ou compris que cette toile était en même temps un GPS du XVIIIe siècle indiquant des lieux de toute la région. Ce tableau serait passé derrière des ondes radiologiques et tout, rayons X, pour voir ces énigmatiques lieux de notre territoire là-haut, que je connais bien par contre, hein, ces lieux. Hein. On y a crapahuté avec seul ou avec des amis. Et pourtant, ces affirmations du chercheur Alfred Weisen font que le hasard, faisant toujours bien les choses, font que ce tableau est passé dans un laboratoire en Belgique et ces deux chercheurs, Frédéric D et Jacqueline C, ont pu démontrer que ce tableau n'a jamais été analysé dans le laboratoire. C'est drôle parce que je parlais du hasard. Jacqueline C est la belle-sœur de Frédéric D. Frédéric D est un cinéaste qui travaillait sur cette enquête et il a dit à sa belle-sœur, en fait, toi tu es en Belgique, tu peux pas. Et puis, la femme travaillait dans ce laboratoire et elle a vérifié dans les archives du laboratoire que cette étude n'a jamais été faite dans le laboratoire. Mais comme on n'a pas envie les uns les autres de vérifier, alors on prend pour vérité, et depuis des millénaires, on nous raconte quand même pas mal de boniments et de mensonges, et on accepte tout cela. Bon, réagissons. Sur ce même tableau, eh bien, sur cette île des veilleurs, Weisen pense que c'est
une représentation du ciel sur la terre. C'est très logique. On connaît comment ça s'appelle, la géographie sacrée, où on aura placé des lieux sur des endroits parlants. Hein, comme je parle vite, je veux resserrer le temps. Alors je bredouille un peu. Alors pourtant, pour ces Templiers dont Richard et d'autres personnes ont bien développé leur présence en Provence, voici ce qu'on trouve d'un historien pas très ancien, XVIIe siècle. Voyez, l'an 1118 par 9 gentilshommes qui étaient allés visiter le Saint-Sépulcre, entre lequel il y avait 2 de Provence, savoir Hugo de Paganis, autres disent de Bagaris, nom d'un ancien village à présent nommé Le Bourguet, et Geoffroy Adhémar, dont le nom est assez connu en Dauphiné. Le Bourguet, c'est à côté de chez moi, donc un historien de ce temps-là supposerait que le maître Hugues de Payas, Hugues de Pin, fondateur de l'ordre du Temple, serait issu de cette terre de Provence et de par chez nous. C'est super, allez, occupons-en. Alors, les chercheurs vont partir dans toutes les directions, et c'est là que je vous amène, et en même temps je vous invite les uns et les autres à beaucoup de sagesse et de prudence. Et vous voyez que j'ai mis des guillemets parce que nous sommes tous chercheurs, mais ceux-là sont de drôles de chercheurs. Et pour arriver jusqu'à prouver que cette terre du Verdon, là où je vis, est effectivement une terre templière, notre Auguste Alfred Wezel, l'écrivain de l'Île des Veilleurs, l'autre livre est le 3e, a échafaudé un montage assez original. Le voici. Sur 9 chapelles, hein, il n'en aura pas pris 12 ou 8, il aura choisi, comme les 9 chevaliers fondateurs de l'ordre du Temple, il aura choisi un Saint-Trophime, il aurait pu prendre Saint-Tirce aussi, pour le T de Templier, et un Étienne pour le E, un Saint-Maur pour le M, vous lisez la suite, le Saint-Pierre, le Saint-Laurent, le Saint-Anne, le Saint-Roch, et comme en écriture et en médiéval, en calligraphie, le I et le J pouvaient être confondus, eh bien, n'ayant pas de chapelle avec un Saint-Isidore ou un Saint-Ignace, il s'est dit, je vais m'arranger avec Julien et Jean, et je fais un montage, Templarie, la terre des temps. Pour voir si vous dormez. Merci. C'est astucieux comme montage. Mais si, et nous l'avons fait, les chapelles que je vous ai marquées, 2 sont supposées de cette époque-là. Les autres sont toutes récentes, voire 17, 18e siècle. Alors comment parler d'une terre templier quand c'est comme si je disais aux Minguettes que les Minguettes sont des immeubles, là-bas à côté de Lyon, des immeubles templiers. Hein. Vous voyez le rapport. Alors ces chercheurs, entre guillemets, sont allés loin en besogne, et peut-être en saccage. Ainsi, sur cette belle chapelle Saint-Tirce du XIe siècle, magnifique, à la frontière du Var et des Alpes de Haute-Provence, là-bas, à 15 km de chez moi, regardez l'astuce, c'est le montage. Pourquoi j'ai marqué « cherche dans le cœur » Parce que cette tour à 4 faces avait donc 4 là-haut dans je ne sais plus le nom technique de ces constructions, ça m'embarrasse de savoir trop la technique, des écussons dans chacune des tours. 3 écussons ont été martelés, un seul a été conservé, on va le voir en gros plan, et en plus gros plan, et encore une petite bulle, voilà, et pour certains, on y aura vu, tout à l'heure vous me posiez la question d'un autre chercheur, Jean Gast, c'est de lui qui a été mon ami, mais quand on pousse les choses un peu trop loin, cherche dans le cœur, voici le seul message qui serait resté d'après ces affirmations sur cette chapelle, ce qui a valu que plus d'un vandale sont venus chercher dans le cœur des lieux sacrés et religieux de notre pays là-haut. Alors on fouille sous le maître-autel, on fouille sous le dallage, et on cherche. Bon, on aura déterré quelques sépultures, et puis ces autres chercheurs auront utilisé les grands moyens
aussi pour aller à la quête des souterrains secrets pour trouver le trésor des Templiers. Alors, des tranchées de plus de 40 mètres de long, de 8 à 10 mètres de profondeur. Réfléchissons. Imaginez les moyens financiers qu'il aura fallu pour acheminer les matériels là-haut, des pelleteuses et ainsi de suite. Eh bien, on arrive à trouver beaucoup d'argent pour la montagne des leurs. Et ça continue, hein. Si on vous pique votre argent, eh bien, les voyageurs du temps d'aujourd'hui, les mensonges, les affabulateurs du mensonge, ça vous prend votre argent. Parlons-nous d'État français ou des taxes français. Hein, je fais toujours des apartés bizarres. Et puis, ces chercheurs s'est dit, ça ne marche pas d'un côté. L'histoire, ils ne vont pas comprendre les chapelles du XVIIe siècle. Je leur dis que les Templiers, ils ne vont pas vérifier. Bon, je vais aller encore plus loin. Et puis, comme on a des lieux étranges et quelques pierres très sympathiques et parlantes, malgré tout, eh bien, on va retrouver carrément cet auteur belge aura repris la légende arthurienne, on l'a débattie de tout là-haut, en pays celtique, breton, et puis on la transfère directement dans les gorges du Verdon à la recherche du Saint Graal. Et comment le savoir que le Saint Graal est là, puisque la pierre le dit? Ici et là. Et puis il y a une troisième pierre qui est aussi gravée avec un Graal. Alors, hypothèse, il est peut-être là, mais je n'ai pas la clé d'entrée. Et puis pour comment dirais-je, la cerise sur le gâteau, eh bien on a cette configuration géologique au sud de Trigance, au bord de la rivière Javron, qui est magnifique, et bien entendu, elle est nommée la table ronde. Hein, le Graal, la table ronde. Vous en voulez encore? Vous êtes prêts? Attention, la montée est rude, hein, on va transpirer, parce que on va arriver sur la forteresse Rocher. Et la forteresse Rocher, regardez ce profil qui doit vous faire penser au profil d'un chameau. Hein, regardez la tête, les bosses. Donc c'est le caméléon de cette légende d'Arthur. Ah, il était malin, notre gars, hein. Et c'est nous qui achetons les livres, c'est nous qui payons, et c'est nous des fois qui transportons cette fausse vérité. Il nous faudra être les uns et les autres très prudents. Allez, passons la route. En tous les cas, sur cette forteresse Rocher existent véritablement des ruines d'une petite forteresse du XIIe siècle, dont les historiens, on peut respecter parce qu'ils ont la capacité d'avoir des documents et de lire les chartes ou le vieux français. Et effectivement, on retrouve cette bastide forteresse qui a servi du temps de... Attendez, ça va me revenir. Alphonse III. Non, c'est deux, t'es sûr? Bon, 2 ou 3 les gars, hein, 2 ou 3. Comte de Provence, roi d'Aragon, c'est ça, hein, qui tenait donc cette terre, jusque là-bas, à la frontière italienne. Et comme c'était sa terre, il demande à Boniface III, voilà, c'est Boniface III, le seigneur de Castellane, de se soumettre. Et Boniface III ne veut pas se soumettre. Pas moi, je suis chez moi. Alors, un blocus va entourer le pays de Castellane, et si bien que Boniface III, lucide, décide de allégeance, comme on dit un verbe, de prêter allégeance à Alphonse II. Ces forteresses, c'était pour le blocus et non pas pour la défense du trésor des Templiers ou le passage des Templiers. Mais je ne m'interdis pas, vu l'époque, que ces lieux aient servi peut-être à une garnison un peu, j'ai envie de rêver, où je dis ouais, c'est sûr qu'ils devaient être là pour surveiller le passage. Il y a trop de touristes qui viennent là-haut dans les gorges du Verdon, il va falloir les payer, leur faire payer. Hein. Bon, elle est jolie cette porte, magnifique. Si jamais vous venez me voir au Moulin de Soleil et que vous avez de bonnes chaussures, je vous indiquerai comment grimper là. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il faut bien que nous trouvions, se dit-il, le chercheur qui trouvait beaucoup de finances à dire j'ai raison.
Alors pour cela, on ne va pas découvrir un parchemin de 1312. Vous vous rendez compte? Mon copain Émile, là, Émile 312. Bon, je suis en train de démonter, oui, mais gardons le sourire. La vérité est agréable à entendre. Alors voici, continuons. Vous voyez, en 3 ou 4 morceaux, ce parchemin, pour indiquer par la première vue qui est devant un plan qui va vous conduire, qui va nous conduire au trésor. Tant qu'à faire. Ah, il y a une petite pause là. Et voilà. Et bien entendu, voilà que ça va engager des groupes de pensée, de travail. Vous voyez ce titre en 1973, la parution de ce document, eh bien, les groupes néo-templiers, para-templiers, Freddy Rangers, peut-être une mitraillette. Bon, Weusen récupère cette information pour l'inscrire dans sa quête. Alors, il a fait du boulot, hein. Le tableau, les chapelles, le plan templari, le parchemin. S'il n'a pas raison, qui va le contredire? Alors, pas de peau, les gars. Pardonnez-moi, hein, ma familiarité. Si vous étiez au boulin, je vous parlerai de la même façon. Là, il nous faudra faire la peau à la peau. Et pourquoi, Richard, faut-il faire la peau à la peau? C'est un faux moderne. Voilà, c'est un faux moderne qui a été fabriqué par des margoulins de l'ésotérie qui ont pignon sur rue, qui publient, qui ont vécu de leurs livres, de leurs conférences et qui transportent avec eux aussi, comme les religieux, comme les politiques, comme les économistes, des mensonges. Et nous sommes, vous voyez, je suis tout seul là, mais j'ai l'impression d'être habité par plein de gens autour de moi, nous sommes fatigués de tous ces mensonges. Ah ben, va bien falloir.